Bonsoir et bienvenue dans Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com, votre émission d'actu, d'échange et d'opinion. Votre émission qui existe depuis 2014, c'est désormais un rendez-vous politique que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et on vous en remercie. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube ou également sur notre site rmiinfo.com. Regard d'ailleurs de ce soir, ce sera avec Diadie Sow. Bonsoir Diadie. Bonsoir. Également notre invité Hamadi Diabira de l'UFP. Bonsoir Hamadi Diabira. Bonsoir M. Wan. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Ok. L'UFP, l'Union des forces du progrès, c'est l'un des partis historiques de la Mauritanie. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots si possible? Oui, bonsoir à vous, bonsoir à M. Diadie, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci. L'UFP est ravi aujourd'hui d'être votre invité. C'est pas la première fois, c'est la seconde fois. C'est la seconde fois, je confirme. Oui. Et plus que jamais, nous sommes déterminés à répondre à toutes vos sollicitations pour pouvoir présenter un peu le parti, oui. Et qui est un parti, comme vous l'avez dit dans l'introduction, un ancien parti, qui est une émanation du MND. Et aujourd'hui, nous sommes membres de cette opposition qui s'appelle le FNDU. Et nous dirigeons la direction politique du FNDU aujourd'hui. Et on se prépare, comme tous les partis aujourd'hui, à rentrer dans le vif du sujet, dans le champ de bataille politique. Ok. Donc, ce parti, comme on l'a dit, existe depuis un certain temps. Quelle est l'âme de ce parti? Quelle est, en tout cas, qu'est-ce que vous voulez pour la Mauritanie? Alors, c'est un parti très ancien qui est une émanation, comme je l'ai dit, du MND, le Mouvement National Démocratique. Et puis ensuite, nous avons travaillé au sein de plusieurs formations politiques en tant que mouvance, avant l'éclatement. Après, il y a eu l'éclatement de l'IFDR Nouvelle. Oui. À partir de ce moment, l'IFP s'est fondé à lui-même en parti politique. Et c'est un parti qui a pour devise unité, démocratie et justice sociale. Et qui a pour emblème une clé. Qui a pour emblème une clé. Je précise que lorsque nous avons reçu ici Baba Issa Marega, j'avais dit que la clé avait disparu du site internet. Je me suis rectifié depuis, la clé est bien présente, je l'ai vue. À tout seigneur, tout honneur. Baba Issa Marega avait raison. Merci de remettre les choses à l'ordre. Merci. Alors, dites-nous, votre parti qui dirige en ce moment la FNDU vient de dire qu'elle va prendre part aux prochaines élections qui auront lieu en Mauritanie en 2018 cette année et en 2019 l'année prochaine. Pourquoi ce changement après les boycotts des années précédentes? Je vais vous surprendre un peu parce que pour une simple raison que nous n'avons jamais été pour la politique du boycott. Nous n'avons jamais de l'histoire du parti, de l'historique du parti, nous n'avons jamais prôné le boycott. Tout au contraire d'ailleurs, les gens nous ont reproché souvent d'avoir été des dialoguistes. Nous avons d'ailleurs dialogué avec le pur dictateur sanguinaire qui est connu la Mauritanie. Et d'ailleurs, ça nous a valu beaucoup de critiques à l'époque. Et puis ensuite, nous avons aussi dialogué récemment avec ce président qui est là présent aujourd'hui pour signer avec lui ce qu'on appelle les accords de Dakar. Et c'était la délégation de l'UFP qui avait dirigé, c'est pour parler avec la partie Est-ce que vous êtes en train de... Diadie, je vous donne la parole. Alors, je pense qu'il est nécessaire de revenir d'abord sur le contexte actuel. Il y a récemment un décret qui a été publié qui porte la nomination des membres de la CENI. Or, on sait que la loi relative à la création de cette CENI prévoit qu'il y ait 11 membres de l'opposition et 11 membres de la majorité. Il semblerait qu'il y a 11 membres uniquement de la majorité qui font partie de cette CENI. Aujourd'hui, vous contestez cette CENI. Vous craignez qu'il n'y ait pas de transparence pour les prochaines élections de 2019. Pourquoi vous ne faites pas une contestation d'abord au niveau juridique au lieu de faire une contestation politique? Et pourquoi vous acceptez de participer à cette élection sachant que vous craignez qu'il n'y ait pas de transparence? De toute façon, ce qui est sûr et certain, l'IFP plus que jamais est déterminé à participer à ces élections. Ça doit être clair et précis pour tout le monde. Donc vous irez aux élections? Nous irons aux élections. On a bien entendu. Nous irons aux élections. Maintenant, la question de la CENI, c'est une question purement qui appartenait, la clé appartenait au pouvoir de décider de quel type de CENI présenter au peuple mauritanien pour que ces élections soient transparentes. Et comme vous l'avez dit dans votre édition, effectivement, c'est une CENI qui fait partie des objets de litige pour lesquels l'IFP n'a pas pu participer aux dernières élections.
Et aujourd'hui encore, rebolote, voilà ce même pouvoir qui fait sa fuite en avant et qui nous présente encore une CENI composée de façon unilatérale. Il y a eu quand même quelques approches de discussion entre le FNDI et votre parti, également l'UFP, donc le FNDI qui est dirigé en ce moment par l'UFP. Pourquoi ça a capoté? Pourquoi il n'y a pas eu une entente pour que vous puissiez aller aux élections avec certaines conditions que vous revendiquiez? C'est très simple. Il faut comprendre ça dans le sens où nous avons affaire à des partenaires politiques qui n'ont jamais pris les choses au sérieux. Ça dénote même de la nature du pouvoir. Nous sommes aujourd'hui en face d'un pouvoir qui gère le pays comme il l'entend, mener jusqu'à présent. Et l'IFP a toujours décidé de discuter est toujours amené à discuter avec ses partenaires politiques, notamment ceux du pouvoir, pour trouver des solutions consensuelles par rapport à l'organisation de ces élections. Il y a eu des rapprochements tout récemment qui se sont produits au niveau de la direction qui se sont finis en éclat sur les réseaux sociaux, qui ont fini en éclat sur ça. D'ailleurs, ça dénote du manque de respect que ce parti du pouvoir, l'IPR, a pour cette opposition. C'était des discussions purement exploratoires pour savoir c'est quoi on peut. Est-ce que, à votre sens, le pouvoir a cherché à vous pousser au boycott? Du tout. En tout cas, cette fois-ci, si c'est le jeu ou si c'était la technique habituelle qui nous ont toujours, ou la planche qui nous ont toujours tendue pour que nous nous rétractons, ça n'a pas marché. Mais tout est-il que cette fois-ci, en tout cas, les discussions extrêmatoires ont juste à peine commencé, et ça fait quelques semaines que les gens étaient en train de se concerter pour voir sur quoi les discussions pouvaient porter. Une question. Et en vérité, j'ai une précision. Les gens, ils ont parlé de discussions secrètes. Il n'y a pas eu de discussion secrète. Il n'y a pas eu de négociation secrète. Expliquez-nous, il y a eu quoi? La négociation secrète suppose qu'il y a quelque chose sur lequel une feuille de route sur laquelle on peut discuter. On n'est pas arrivé là. Et secret, on ne peut pas parler de secret parce que tout à l'heure, récemment, j'ai fait cette reproche à certains camarades de ne pas reprendre ce listique de négociation secrète. Négociation secrète, ça veut dire tout simplement que nous sommes entendus sur quelque chose et puis nous avons commencé les discussions. Or, là, dans ce cas de figure, il n'y a pas eu de discussion. Alors, il n'y a eu aucune discussion, il y a eu, en tout cas, il y a eu les prémices d'un certain contact entre. Mais quand même, d'ailleurs, il dit que vous avez des exigences quand même, la libération de certaines détenus. C'est sous l'exigence du parti en face, du parti du pouvoir, que nous sommes rentrés. C'est eux qui nous ont contactés pour voir quel type de discussion avoir avec eux. Et in fine, qu'est-ce qui s'est passé? Un simple tweet, qui n'est d'ailleurs pas responsable, pour amener, en tout cas, les discussions à être publiques. Finalement, oui, ça s'est terminé sur les réseaux sociaux. Ça s'est terminé sur les réseaux sociaux, ce qui est lamentable. Alors, vous nous dites que vous êtes pour le dialogue, vous nous dites que vous êtes pour le dialogue, vous êtes pour participer aux élections en 2013 et 2014. Vous n'avez pas participé aux élections. Le Tawassoul y a participé. Pourquoi laisser d'autres personnes le faire alors que vous le voulez, même si vous appartenez en tout cas à cet ensemble du FNDU? Vous savez, chaque parti a sa logique. Oui. Nous avons notre logique. Donc, mais qu'on n'avait pas suivi, justement. Notre logique a été quoi? A été d'amener le pouvoir à discuter sur les conditions d'organisation d'élections libres, transparentes et équitables pour tout le monde. Or, à chaque fois, les deux dernières élections, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que nous sommes rentrés dans une phase de discussion directe avec le parti au pouvoir. Sauf qu'à chaque fois que les discussions devaient être conclues, c'est le parti au pouvoir qui nous a laissé sur la table et qui est parti, qui n'est jamais revenu au rendez-vous. Moi, un point, je pense qu'il est nécessaire de l'évoquer, c'est cette coalition, ce rassemblement de partis politiques avec le FNDE, dont M. Mohamed El Moualoud est le président en ce moment. La question que je me pose, c'est que à chaque élection, c'est la même chose en Mauritanie. Hormis l'élection de 2007 qui a porté M. Sid Abdallah au pouvoir, à chaque fois il y a une coalition de partis. Depuis 2003 c'est la même chose. Mais la question que je me pose, c'est comment allez-vous gouverner une fois que vous arrivez au pouvoir, sachant que vous avez des idées qui sont différentes, vous êtes en désaccord total sur le fond. Par exemple avec le parti Tawassoul, vous n'avez pratiquement, je ne dirais pas que vous n'avez rien en commun, mais vous avez très peu en commun. Comment vous allez gouverner? Est-ce que ce sera un gouvernement d'union nationale? Est-ce que vous allez vous entendre? Est-ce qu'il y a une répartition des postes? Est-ce qu'il y a un accord entre un tel occupera tel nombre de ministères, etc. etc. On va avoir un peu plus d'éléments, puisque vous vous réunissez aujourd'hui pour être contre le pouvoir, mais on ne sait pas, qu'est-ce que se passera-t-il à l'avenir?
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la situation politique de ce pays. La gouvernance de ce pays est entre les mains des militaires depuis 1978. Et après, il y a eu une façade de démocratie qu'on nous a présentée sous l'ère de Oultaya. Mais depuis le fameux coup d'État de 2005, il s'est avéré que nous avons affaire à des partis amis avec lesquels on a toujours eu des rapports plutôt amicaux. Et maintenant, les plateformes politiques, et ce n'est pas interdit qu'on puisse, tous les pays voisins, à l'instar de la Mauritanie, vous avez des coalitions qui arrivent au pouvoir. Oui, mais et ces coalitions se fondent sur des programmes communs. C'est-à-dire que le cas de la Mauritanie, par exemple, aujourd'hui, la discussion autour de la participation du FNDI, comme nous sommes en train de le faire maintenant, se fera avec les partenaires du FNDI. Alors, c'est quoi le FNDI? C'est le Front National pour l'Unité et la Démocratie. Oui. Alors, ce front est composé de quoi? Il est composé de partis politiques, d'un pôle politique, d'un pôle de société civile et d'un pôle de personnalités indépendantes. Et des syndicats également. Voilà, des syndicats qui font partie. Donc ces trois pôles ont pour charge une présidence tournante pour l'organisation de ce pôle. Or ce pôle, il se fonde sur quoi? Sur un certain nombre de questions nationales qui ont fait l'objet de discussions au moment de la mise en place de ce front. Et aujourd'hui, si jamais nous partons aux élections, évidemment que c'est au sein de ce front que nos amis, avec lesquels nous avons cheminé, en tout cas depuis le coup d'État d'Abdelaziz en 2008, c'est avec eux, tout en sachant que nous savons que de façon individuelle, aucun parti politique ne peut faire face à ce pouvoir despote. Donc la question principale, elle est là. Qu'est-ce que les partis d'opposition aujourd'hui ont à offrir de commun pour proposer une alternative démocratique en Mauritanie? Mais ça veut dire que vous êtes prêt à renoncer à certaines de vos idées? Mais évidemment, quand vous êtes avec des amis, vous ne pouvez pas. Ce qui est important, ce sont les convergences de points de vue sur un certain nombre de questions nationales. Et surtout la situation politique et sociale en Mauritanie fait qu'aujourd'hui, ce sont des groupuscules d'individus qui se lèvent pour réclamer des droits sociaux. Évidemment, une seule idéologie ne peut pas aspirer à répondre à toutes ces revendications. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre un peu de partout, de façon consensuelle, proposer un programme commun au peuple mauritanien. Le travail d'ailleurs est en train d'être fait au niveau de l'opposition pour ça. Et à partir de ce moment, quelles sont les exigences de tout un chacun par rapport à la feuille de route que nous allons proposer pour l'organisation? Est-ce que vous êtes en train de dire que probablement, oui, qu'il y aura, par exemple, dans les cas des élections présidentielles l'année prochaine, un seul candidat pour les FNDU? Notre souhait principal serait d'avoir un candidat commun. Maintenant, les stratégies de chaque parti diffèrent en fonction des partis. Si le cas d'une candidature unique pourrait amener l'opposition, et je pense que nos partis sont dirigés par des gens qui sont très conscients avec l'expérience qu'ils ont obtenue des différentes élections auxquelles ils ont participé, si la candidature unique peut être la solution pour que cette opposition propose une alternance démocratique, je pense qu'ils sont assez responsables pour prendre cette décision. Est-ce que au sein de l'UFP, par exemple, vous pourrez vous empêcher de vous présenter pour que les FNDU se présentent? Nous savons que par rapport aux élections municipales et législatives et régionales qui se passent, il y a des acteurs politiques parmi nous au niveau de l'opposition qui sont en train de voir leur position à partir de ces élections pour voir est-ce que c'est une élection test à partir de laquelle ils vont se positionner. Mais tout est-il qu'au niveau de l'opposition, au niveau de l'IFP, pour lequel je peux garantir une chose, nous sommes plus que jamais déterminés à discuter avec tout le monde, à se ranger derrière les autres s'il le faut. Ok, on a entendu, l'IFP est prêt à se ranger derrière les autres. On va marquer une pause, s'il le faut, en tout cas pour préserver la démocratie et la paix en Mauritanie. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de Regard d'ailleurs. Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. Aujourd'hui, notre invité, c'est Hamadi Djabira, un des représentants de l'UFP en France, Union des forces pour le progrès en Mauritanie. Notre débatteur Diadier, c'est à vous. La prochaine question. Alors, la prochaine question concerne l'offre politique de l'UFP. Quelle est votre offre politique aujourd'hui? Puisque vous vous présentez, vous êtes dans une coalition avec d'autres partis. Quelle est votre offre politique? Quelles sont vos idées? Quelle est la ligne politique officielle de l'UFP?
Alors, la question est très simple, à laquelle, très large en même temps, mais simple, à laquelle je peux répondre en quelques secondes. C'est que nous avons l'IFP, émanation MND. Donc, les gens, à tort, de tout le temps, nous ont considérés comme des marxistes-léninistes. Marxistes-léninistes. Ensuite, on nous a traités de partis dialoguistes avec un régime militaire. Et puis ensuite, on nous a... Tout ça dit une chose. Tout ça dit une chose, que nous sommes un parti d'ouverture. Un parti d'ouverture qui prône la démocratie sociale. Ça veut dire tout simplement que nous pensons que l'économie devait être régulée, l'État devait être un élément régulateur de l'économie, tout simplement. Et à côté des rapports que l'État a avec l'économie nationale, développer une économie à côté qui sera une économie plutôt basée sur le secteur privé, avec des règles de transparence, des règles d'arbitrage pour notamment au niveau des marchés publics, au niveau de la passation des marchés, au niveau de l'économie sociale. Nous pensons également que nous devrons être un parti qui devait prendre en main tout ce qui est justice sociale. Alors, justice sociale, on l'entend bien. Est-ce que vous, à votre avis, aujourd'hui, la Mauritanie est gérée de façon capitaliste, même s'il y a par exemple des boutiques ML qui existent? Alors, je vais être franc sur ce plan. Je pense que nous, depuis l'avènement de l'arrivée d'Aziz au pouvoir, nous n'avons jamais cessé de dénoncer la gestion du boutiquier du pays. De façon, nous avons affaire à quelqu'un qui gère le pays comme une boutique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu besoin d'argent pour enfouir les caisses de l'État, qu'est-ce qu'on fait? On propose la vente. Vous avez appris sûrement la vente des places publiques, la vente des écoles, la vente de l'ancien aéroport de Nouakchott. À chaque fois que l'État a besoin de renflouer les caisses, ils prennent... Vous aurez proposé quoi? Un patrimoine commun qu'ils proposent à la vente à des acteurs économiques d'ailleurs qui sont souvent d'ailleurs très proches au pouvoir. Et ça, nous le dénonçons catégoriquement. Vous aurez proposé quoi à la place, par exemple, si l'État a besoin d'argent? Alors, c'est très simple. Nous avons affaire à un État, nous avons affaire à un pays où les ressources naturelles ne nous manquent pas. La Mauritanie, contrairement à d'autres pays qui sont voisins, nous regorgeons énormément de ressources naturelles. Alors, l'État, dans un premier temps, nous a proposé ces derniers temps des croissances très élevées, mais sur la base de la vente de ces produits. Alors, ce que nous proposons, ce n'est pas de vendre le produit brut, c'est de faire en sorte que ces produits soient valorisés en Mauritanie. Est-ce que, par exemple, à la place de l'ancien aéroport, vous aurez mis des champs ou autre chose, ou une usine, ou je ne sais pas? En tout cas, ça aurait fait l'objet d'une étude. Ce ne sera pas à la décision du chef, d'un chef d'export comme nous l'avons en ce moment, qui va décider, voilà, on va vendre l'aéroport pour proposer. Mais il se peut aussi que, à la place de l'ancien aéroport, vu qu'on prend cet exemple, qu'il y ait un centre commercial, je ne sais pas moi, sur lequel beaucoup de gens pourraient travailler. Oui, mais un centre commercial pour proposer des produits à la vente à une population qui est très pauvre. Je ne vois pas le sens. Par contre, si l'État avait profité, par exemple, de la multiplication par 3 des prix des matières premières, notamment du fer, pendant une période donnée de sa gouvernance, je pense que ces ressources auraient pu servir aujourd'hui pour proposer d'autres projets à la Mauritanie, pour diminuer la pauvreté et surtout pour employer un certain nombre de jeunes qui sont aujourd'hui en chômage. Alors parlons à présent de votre parti, l'UFP, dont vous avez même dit qu'il est l'émanation de MND. Qu'est-ce qui a changé de MND à l'UFP, vu qu'il y a certaines personnes qui continuent encore à vous appeler MND? Bon, vous savez, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue souvent. Oui, on la traîne des fois aussi. On la traîne des fois aussi. Les MND, les KDI, vous avez entendu parler, oui, ainsi de suite. C'est une histoire qui est récente, mais que nous avons vécu très jeune, mais qui nous suit. Alors, c'est une période très glorieuse de la lutte des peuples en Mauritanie, en tout cas, qui correspond en tout cas à l'histoire de l'Afrique de façon générale. Vous avez la Guinée-Bissau qui a vécu cette histoire de la lutte pour l'indépendance. Oui. Vous avez le Sahara occidental qui est toujours encore une question d'actualité, et ainsi de suite. Ce qui fait que quand la démocratie s'est imposée à la Mauritanie, ou du moins quand on a importé la démocratie en Mauritanie, il fallait s'organiser en parti politique. Et
Et un parti politique et un mouvement, ça fait deux. C'est pas pareil. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas ce sont pas les mêmes aspirations ni les mêmes. Et l'idéologie derrière, il y a une idéologie, il y a une direction, et puis il y a aussi le maillage territoire qui fait qu'aujourd'hui c'est un parti qui est bien implanté à Mauritanie. Alors quand vous dites l'idéologie derrière, est-ce que ça pourrait, la lecture n'est pas la même, je le sais, mais est-ce que ça pourrait ressembler à ce qu'on appelle une gauche ou une extrême gauche en Europe ou en France? Nous sommes très loin de l'extrême gauche. Je vous ai dit que le MND, que les gens, d'ailleurs, à tort, les gens en général adorent, on nous qualifie de marxistes-léninistes. Ou de maoïstes même. Ou de maoïstes. À voir ma tête, je pense que je n'ai rien de maoïste. Je n'ai rien de marxiste. C'est pas la tête, c'est les idées. Je n'ai rien de léniniste. Au contraire, je suis quelqu'un qui est entrepreneur ici en France, qui fait des activités économiques, donc qui est plutôt proche du libéralisme. Ouais. Donc c'est pour vous dire que si le parti aujourd'hui a son sein des éléments comme moi qui travaillent de façon individuelle, de façon libérale, c'est que le parti en général prône le libéralisme social. En même temps, on peut développer l'économie, mais ce qu'il faut faire, c'est que on sait que tout le monde ne peut pas être riche. À côté, les dividendes qui seront déduites de cette richesse nationale qui sera produite et qui sera garantie par une gestion transparente de l'État doit être redistribuée aux plus nécessiteux, voire inciter des projets qui permettront à ceux qui ont la possibilité de pouvoir monter des projets ou aider à la création de projets de pouvoir s'insérer dans le tissu économique et social. D'accord, on l'a compris, vous n'êtes ni helléniste, ni marxiste, ni maoïste, ni d'extrême gauche. Ma question suivante elle concerne les crimes. Si on peut, effectivement, ce sont des crimes, les crimes qui ont été commis durant les années 89 à 89, 90, 91, sous le régime de M. Maouya ou le Sidi Ahmed Taya. Aujourd'hui, on se rend compte que la justice n'a pas été rendue. Il n'y a aucune juridiction qui a été créée pour traduire les auteurs, ces auteurs-là, afin qu'ils soient condamnés. Ils n'ont ni été écroués, ils n'ont ni été inquiétés. Aujourd'hui, quelle est la ligne officielle de l'UFP? Est-ce que demain, si vous arrivez aux responsabilités, vous allez créer une juridiction ad hoc qui sera chargée de poursuivre les criminels, de les traquer et les mettre en prison? Ou est-ce que on va rester dans le statu quo? C'est-à-dire que les auteurs de ces crimes ne seront pas inquiétés, sachant qu'il s'agit de crimes contre l'humanité, ou je dirais même un génocide en droit international. Donc quelle est votre position officielle par rapport à cela? Bon, je vais vous faire un rappel historique très rapide. Vous savez, Sidi Abdallah est arrivé deuxième de l'élection présidentielle en 2006. Deuxième. Et le premier, c'était Ahmed Ould-Daddah. Et c'est sur la base des négociations par rapport à des questions d'intérêt national, des questions nationales comme celui-ci, qu'il y a eu une alliance qui s'est produite avec Sidi Abdallah. Ce qui fait qu'il y a eu, sous l'impulsion de ces partis qui n'étaient pas de la majorité présidentielle, mais nous savons que sur la feuille de route que nous avons discuté avec l'ancien président, qui a été renversé d'ailleurs par Abdelaziz, il y a eu un certain nombre d'accords sur justement la question nationale. Et cette question nationale, parmi les questions qui apportent à la question nationale, il y avait les fameux événements ou la fameuse question du passif humanitaire. Et à base de cet accord que nous avons conclu avec ce candidat, il y a eu des journées de concertation nationale qui se sont produites en Mauritanie et qui se sont déroulées dans une ambiance plutôt, dans une bonne ambiance où chacun a pu en tout cas relever les questions qui apportaient sur les droits civiques et surtout sur le passif humanitaire d'une certaine catégorie de population qui a été touchée malheureusement par ces événements. Alors il y a eu vous vous rappelez certainement le fameux discours du 5 juillet 2007 de Sidi Abdallah sur la question de l'unité nationale et sur la responsabilité de l'État. Parce que pour une fois, depuis qu'on répond que la responsabilité de l'État, ça veut dire que tout simplement l'État prend en charge la question du passif humanitaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question devait être directement traitée avec les ayants droit, ou du moins ceux qui ont été victimes directement de la... Donc d'où la fameuse politique du retour des immigrés, des réfugiés du Sénégal, d'où la fameuse question de règlement au cas par cas pour certains, ou à travers des associations qui existaient par là, des discussions directes avec l'État pour voir la solution appropriée qu'il faut apporter. Justement par rapport à cette question des réfugiés, comment allez-vous régler ça? Étant donné que la plupart de ces réfugiés ont quitté la Mauritanie pendant ces événements, se sont installés soit au Mali, soit en Mauritanie, ils ont été dépouillés de leurs biens,
certains ont vu toute la famille, leur famille massacrée. Aujourd'hui, il n'y a pas de justice, parce que pour qu'il y ait une unité, il faudra que la justice soit rendue. Aujourd'hui, on n'a aucune justice qui a été rendue. Certains se la coulent douce, si j'ose dire. Ils ne sont pas inquiétés, et je pense qu'ils ne sont pas inquiétés, ça fait 30 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire qu'on ait une justice indépendante qui juge ces auteurs-là et qui soit traduit devant la justice. Qu'allez-vous faire? Parce que ces crimes-là, ils sont imprescriptibles. Ils sont imprescriptibles. D'autant plus qu'il y a encore parmi les victimes ceux qui sont encore vivants. Il y en a beaucoup. Et qui sont à l'intérieur du pays. Et qui rencontrent tous les jours leurs geôliers ou ceux qui ont commis, en tout cas des forfaitures à leur endroit. Ma prochaine question est que... Je vais répondre rapidement à la question. Ce qu'il faut savoir est important. C'est très important à savoir. C'est qu'au niveau de l'IFP, nous pensons que la question du règlement des passifs humanitaires est un point crucial pour la réconciliation des communautés en Mauritanie. La Mauritanie, c'est un territoire. C'est juste un territoire, mais à l'intérieur de ce territoire, vous avez la juxtaposition de plusieurs nationalités. Or, nous ne pouvons pas avoir à l'idée de mettre un pays sur place avec une administration centrale forte. Il faut effectivement une administration centrale forte en Mauritanie. Si cette administration est destinée à des populations qui ne s'entendent pas, qui ne s'écoutent pas ou qui ne se parlent pas. Donc la question du passif humanitaire, pour nous en tout cas au niveau de l'IFP, c'est une question cruciale. Il faut à un moment donné que les gens s'assoient pour dire effectivement, pour s'écouter d'abord, pour voir ce qui s'est passé, pour faire un devoir de mémoire et un devoir pour savoir exactement. Il faut que les gens sachent exactement ce qui s'est passé pendant cette période. Et au-delà de ça, il y a un devoir de justice aussi. Maintenant, libre à chacun de pardonner son geôlier ou de pardonner parlons de ce qui a été fait justement. Il y a une chose qui est très importante qu'il faut faire, c'est qu'il y a au niveau, pour les politiques, le rôle du politique, c'est de prendre en charge ce genre de questions si il en existe dans ce pays. Et notamment dans le cas de la Mauritanie, la question de la cohabitation des nationalités en Mauritanie, c'est une question cruciale. Il faut absolument qu'un jour... Nationalité ou identité? C'est ce que je comprends, c'est nationalité, nation, identité. Je vais en venir. Parce que pour nous, on est en Mauritanie, on est sur un territoire, chacun naît avec sa langue maternelle. Chacun naît avec sa langue maternelle. Officialiser une langue pour que tout le monde la parle, c'est quelque chose qui est fait, qui est aujourd'hui, c'est l'arabe. Mais à côté, vous avez d'autres nationalités qui peuvent bien cohabiter ensemble. Avant d'en venir aux langues, je voudrais quand même qu'on précise ceci. Il est arrivé à un moment donné où le FNDU, en tout cas du vivant de Elie Mohamed Van, où il marchait à côté de l'FNDU. Or, on sait, certains l'ont écrit dans des livres, certains l'ont accusé directement d'avoir pris part, en tout cas, à ces événements de ça vous dérange pas? Écoutez, cette question a été discutée notamment avec des amis très proches à moi, avec qui j'ai eu cette discussion, qui ne vont jamais intégrer les FNDI tant que des gens comme Elie Mohamed Val font partie intégrante de cette entité politique qui s'est formée. Mais il y a une chose qui est claire. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Alors, commettre une forfaiture, en être responsable ou avoir participé à une forfaiture, c'est trois choses différentes. Alors, le plus important pour nous en tout cas Mauritaniens, que ce soit quelqu'un qui ait une responsabilité, à titre possible d'ailleurs, on lira hommage aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a participé en tout cas dans la période récente de l'opposition mauritanienne à sa mise en place et à aider à cette opposition soit debout devant le pouvoir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le cas, quand il était vivant, son cas sur la participation des événements a été bien parce qu'il était directeur de la sécurité nationale à l'époque. Cette question peut être soulevée aujourd'hui ou a été soulevée de son vivant, mais ce qui est sûr et certain, vous avez des grands hommes comme celui, parce qu'on était dans un régime d'exception à l'époque, comme celui-ci, qui prétend avoir sauvé beaucoup de familles. Et que d'autres accusent avoir participé au massacre des populations du sud de la Mauritanie ou à leur déportation. Si, autour d'une table, chacun pouvait accepter sa responsabilité, y compris lui s'il était vivant,
Je pense que... Mais lui, c'est pas tant qu'il n'y a pas eu de jugement. Est-ce que, par exemple, le rôle de votre parti, en tout cas de votre mouvance, ça serait de dire, Monsieur Mohamed Val, on ne vous accepte pas tant qu'il n'y a pas de jugement, parce que aujourd'hui, certains vous accusent, nous, on n'est pas là pour vous juger, mais il se faut que justice se fasse d'abord, ensuite que vous pouvez intégrer. Là, pour l'instant, on vous laisse de côté. Et nous, on n'a aucun problème par rapport au passif humanitaire. Notre option, c'est d'abord ramener tout le monde à s'asseoir ensemble et à discuter de ce passé qu'on a eu ensemble en Mauritanie. D'une façon ou d'une autre, chaque famille en Mauritanie a été touchée par les événements de 89. Donc, de façon globale, si la Mauritanie, autour d'une concertation nationale, pouvait s'asseoir, toute la Mauritanie, je veux dire, pouvait s'asseoir et parler les yeux dans les yeux de ces événements, ce serait déjà un début d'étape. Ensuite, la question de la justice pourrait se faire après, parce que pardonnera qui veut. Il y a des gens qui vont pardonner, il y en a qui ne vont pas pardonner. Ceux qui n'auront pas pardonné, en ce moment, la justice, et ça aussi c'est un élément très important dans la gestion de ce pays, il faut que la justice soit indépendante pour que le travail soit fait. Et pour ce faire, il faut des hommes d'État capables de parler aux Mauritaniens dans ce sens. Allez. Or, pour l'instant, le seul président qui est capable, parce que Aziz a fait bien sûr ses petits arrangements à lui, en indignant quelques familles, en rapprochant quelques associations autour de la table et puis en leur proposant bien sûr des choses. Mais le plus important, c'est qu'il faut, pour que cette question du passif humanitaire soit complètement dépassée, il faut absolument qu'il y ait des journées de concertation comme il s'est passé en 2007. Absolument. D'accord, on a compris le point de vue de votre parti, puisque c'est pas votre avis personnel qu'on demande. J'ai une autre question qui concerne l'actualité. Bon, ça donnera l'impression aux téléspectateurs qu'on traite tout le temps la même question, du même sujet, c'est l'esclavage. Un jeune homme qui se prénomme Tafa Koulibaly a été condamné à une peine de prison, à une peine d'1 an. Par un tribunal dans la région du Guidimara pour apologie de l'esclavage. Est-ce qu'aujourd'hui votre parti, l'UFP, soutient la politique du gouvernement qui affirme lutter contre l'esclavage, ou avez-vous une autre position par rapport à cette question? Une question très compliquée à répondre, mais je vais essayer de tâcher de répondre par rapport à l'idéologie du parti. Je peux la prendre de façon personnelle et répondre à cette question. Mais là, vous êtes représentant de l'UFP, c'est l'avis de l'UFP. L'avis de l'UFP vous pouvez donner votre avis si vous voulez. Où tous ces problèmes qu'on vient d'évoquer, qu'il s'agit du passif humanitaire, qu'il s'agit de la question de l'esclavage, ce sont des questions nationales. Ce sont des questions nationales, et évidemment, pour les régler, il y va de l'intérêt de tous les Mauritaniens d'en faire quelque chose qui peut paraître demain ou après-demain comme des solutions définitives pour que tous ces problèmes soient réglés. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un pouvoir qui, à chaque fois, dès qu'une question nationale se pose, ne fait aucun effort pour recevoir ce qui revendique ce genre de choses qui se passent, et de deux, propose des solutions qui sont tout à fait, qui ne sont pas dans le liage des situations de règlement de ces questions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a un président qui pour commencer, nie l'existence de l'esclavage en Mauritanie. Ça, c'est le premier fait. Oui, il parle d'existence des séquelles de l'esclavage. Il nie l'existence de l'esclavage en Mauritanie. Or, vous ne pouvez pas nier l'esclavage en Mauritanie tout en légiférant, tout en créant des tribunaux, tout en créant des agences pour voir si cet esclavage peut être réglé de cette manière. Or, nous pensons que cette question de l'esclavage, pour qu'elle soit réglée, en tout cas au niveau du parti de l'IFP, excusez-moi, c'est révélateur. C'est révélateur, c'est que c'est une question de justice sociale. Tant que la question de l'enseignement et la question de la lutte contre la pauvreté ne sont pas pris à bras le corps par un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement qui va refléter ce que nous pouvons appeler aujourd'hui comme la Mauritanie diverse ou pas, tant qu'il n'y a pas un gouvernement fort qui va prendre ces questions en charge pour proposer de sortir de l'ignorance cette majeure partie de la population, 2, pour proposer à ces populations
des moyens de survie pour que, indépendamment, ils puissent se défaire des chaînes, des séquelles de l'esclavage, parce que c'est de ça qu'il s'agit exactement, pour nous en tout cas. Pour se défaire de ces chaînes, il faut qu'il y ait un gouvernement, ou un président volontaire, ou des politiques publiques volontaristes qui permettront à chacun de s'émanciper. Alors, nous avons compris vos positions sur quelques questions nationales. On ne pourra pas forcément toutes les évoquer ici. On va parler tout à l'heure de votre parti, de la longévité de votre président à la tête de votre parti. Ce sera dans la troisième partie de Regard d'ailleurs. À tout de suite. Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com, troisième et dernière partie avec notre invité Hamadi Diabira de l'UFP. Djadji, à vous la prochaine question. Alors, il y a quelques minutes, vous nous parlez en fait de la place de la langue arabe en Mauritanie. Donc, comme vous le savez bien, il y a un article de la Constitution qui dispose que la langue officielle de la Mauritanie, c'est la langue arabe, et reconnaît les autres langues comme langue nationale, le soninké, le wolof, le pulaar. Aujourd'hui, pour vous, quelle est la place du multiculturalisme en Mauritanie, puisqu'on voit que la langue arabe prend de plus en plus de place au détriment des autres langues, même au niveau des programmes télévisés, ce qu'on constate c'est que tout est en arabe, il y a très peu de français, il y a très peu de langues nationales. Donc quelle est la place du multiculturalisme? Une fois arrivé au pouvoir ou aux responsabilités, qu'allez-vous faire pour que les autres langues occupent une place plus importante au niveau national? Oui, je vous remercie de me poser cette question. La multiculturalité dans la Mauritanie, c'est quelque chose qui est inné. La Mauritanie a été créée de toutes pièces pour justement servir de tampon entre le monde arabe et le monde noir de l'Afrique. La question de langue, l'officialisation de la question de langue, c'est une question très simple. La langue aujourd'hui en Mauritanie, notamment la langue arabe, est devenue un objet de litige. Moi, je fais partie de cette génération qui n'ont jamais assisté au cours d'arabe. Tout simplement parce que, je l'ai dit devant les caméras, on fuyait l'école quand il y a des cours d'arabe. Parce qu'on considérait justement que c'était un instrument d'oppression vis-à-vis de nos langues nationales. Maintenant, la question de l'officialisation de la langue nationale s'est posée à travers l'histoire de la Mauritanie comme un instrument d'oppression des autres nationalités qui sont en Mauritanie. Je vous ai dit tout à l'heure que nous considérons en tout cas que la Mauritanie est un territoire bien déterminé, mais composé de plusieurs nationalités, et chaque composante nationale a sa langue, a sa culture. Et bien sûr qu'elle parfois qu'il y a à travers des brassages, qu'il y a une interculturalité qui est très profonde en Mauritanie, qui a été mise en mal par les différents régimes les régimes militaires qui se sont succédés. Mais la question de la langue nationale est très simple, c'est tout. Nous pensons que la mise en compétition naturelle en officialisant toutes les langues nationales, en enseignant toutes les langues nationales, d'ailleurs c'est une expérience qui a été très productive au début des années 90. Au début des années 90, ou au début des années 90, qui a été très productive, où on a enseigné toutes les langues. Ne pas mettre les gens en frustration par rapport à leur parler, par rapport à leur langue, c'est une question qui nous tient à cœur au niveau le système éducatif, vous allez le laisser tel qu'il est aujourd'hui, ou vous allez faire une réforme? Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une réforme qui date de Oultaya. Les matières scientifiques sont étudiées en langue française, et les matières littéraires sont étudiées en langue arabe. Bon, d'après le constat, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, il semblerait aujourd'hui que certains élèves étudiants ne maîtrisent ni le français, ne maîtrisent ni l'arabe. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons rester dans ce système qui fait qu'aujourd'hui on forme des gens qui ne maîtrisent aucune langue, ni nationale ni étrangère, ou est-ce qu'on va revenir à la réforme d'avant avec des arabisants et des francisants, ou est-ce que l'UFP ou le FNDU, puisque vous avez un projet commun, est-ce que vous allez proposer autre chose? Mais la question de l'officialisation ou la question de la langue en Mauritanie, alors là, c'est pas la langue, c'est le système éducatif. Le système éducatif, oui. Elle traduit quelque chose. Elle traduit que nous, en Mauritanie, en ce moment, nous bénéficions d'un système éducatif un des plus médiocres en Afrique de l'Ouest. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de système éducatif en Mauritanie. Il n'y a aucune mise à jour des programmes éducatifs en Mauritanie. Les enfants aujourd'hui, on sait ce que l'école est devenue aujourd'hui en Mauritanie. Donc la question qui va se poser à nous, en tout cas, c'est de remettre à plat en proposant, bien sûr, avec les professionnels de l'enseignement, en proposant des journées de concertation ou des journées des journées nationales ou des assises sur le domaine de l'éducation pour voir comment rectifier le tir.
Évidemment, nous ne sommes pas... Est-ce que vous légifériez, par exemple, pour la reconnaissance officielle, justement, de toutes les langues? C'est le cas aujourd'hui, mais en tout cas, c'est la Constitution, que ça soit marqué, par exemple, la langue soninké, la langue wolof, c'est des langues nationales, ou bien c'est comme la langue arabe? Mais ça coûterait quoi à l'État? En tout cas, si c'est un État qui est là, qui est mis en place ou qui a été élu de façon démocratique, ça coûterait quoi d'enseigner ou d'officialiser, en tout cas à la Mauritanie? C'est un combat, on va dire, idéologique. Ça coûterait quoi à l'État d'officialiser les langues? Même si c'est, par exemple, c'est difficile aujourd'hui, par exemple, d'enseigner directement, en tout cas aujourd'hui, certaines matières dans nos langues nationales. Mais on n'a aucune difficulté, en tout cas, par rapport à ça. L'expérience récente nous a prouvé. Avant de comprendre une autre langue qui nous est imposée, il faut d'abord avoir la maîtrise de celle-là avec laquelle on est né ou qui est le vecteur de communication du milieu naturel où on est. C'est très important et c'est scientifiquement d'ailleurs, c'est prouvé. Les scientifiques prouvent aujourd'hui que même pour compter, il faut savoir dans sa langue maternelle, savoir déjà transcrire les signes. On apprend mieux dans sa langue. On apprend mieux dans sa langue. Et même pour comprendre les autres langues, on apprendrait mieux de comprendre d'abord sa langue maternelle et ensuite les transposer par rapport à la langue. Alors, on va passer le problème rapidement. Le problème, c'est que c'est l'arabisation de la Mauritanie. C'est pas moi qui remets ça en cause. Moi, j'ai pas de problème avec la langue arabe. Mais le problème, c'est l'arabisation, puisqu'aujourd'hui, vous savez bien qu'on va vous dire la Mauritanie, c'est un pays arabe, etc. Aujourd'hui, vous avez des minorités qui vont vous dire non. Nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des peuples, nous sommes des Harata, nous sommes ci, nous sommes ça, etc. Donc on va dire que c'est en quelque sorte un combat idéologique. Donc le fait de considérer que le soninké, le halpura, etc. sont des langues nationales, ça peut porter atteinte au fait au caractère arabe ou à l'arabité de la Mauritanie. Nous, au niveau du RFD, en tout cas, enfin, au niveau de l'IFP et au niveau des partis, ce qui est sûr, c'est que nous n'avons, pour nous en tout cas, nous considérons que les communautés entre elles en Mauritanie n'ont aucun problème de cohabitation entre elles. Nous le considérons comme ça et celui qui est objectif verrait effectivement le problème comme ça. Il n'y a eu aucun problème communautaire entre les différentes... Il n'y a jamais d'affrontement. Sauf en 89. En 89, nous savons bien que l'ordre vient d'en haut, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes entre les communautés en Mauritanie, nous savons que c'est toujours des décisions administratives qui sont mal prises, qui ne sont pas en tout cas prises sur la base d'une concertation avec les autres avec qui on vit dans ce pays, qui tombent et qui sont mal exécutées d'ailleurs. Et nous savons que à un moment donné, l'arabe a servi comme instrument, en tout cas c'est la perception que moi, en tant que négro-africain que j'ai, nous savons que l'arabe est considéré à un moment donné, a été pris comme un instrument d'exclusion. Parce que il y a eu des concours, combien de concours se sont passés avec avec la langue arabe comme langue de barrière au niveau de l'oral. Il y en a eu beaucoup. Il y a des gens qui ont réussi le concours au niveau de l'écrit et puis au niveau des passages à l'oral qui ne sont pas passés parce que tout simplement nous communiquons pas locuteurs en arabe. Alors, la langue comme instrument d'exclusion, en tout cas chez nous, elle est bannie. Elle est bannie comme stratégie de cession au pouvoir. Alors, nous allons parler à présent de votre parti et de son président. Certains vous accusent, en tout cas, de ne pas être très démocrate, vu que depuis la création de votre parti, vous n'avez connu qu'un seul président. Qu'est-ce que vous répondez très rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet? Personnellement, nous n'avons aucun problème avec cette présidence. Nous avons un homme extraordinaire qui dirige ce parti, qui s'appelle Ahmadou Mouloud, qu'il faut savoir fréquenter pour savoir le degré d'humanité qu'il représente. Vous l'avez fréquenté ? Personnellement oui, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, de par son humanisme, de par sa vision de la Mauritanie. C'est quelqu'un qui n'a aucun problème avec les autres communautés, tout au contraire d'ailleurs, c'est quelqu'un qui prône le dialogue intercommunautaire. C'est quelqu'un qui a des visées très positives pour la Mauritanie. Et je vais vous faire d'ailleurs une anecdote. La dernière fois, quand je l'ai rencontré, je lui faisais cette remarque que c'est pas quelqu'un d'expansif. C'est pas quelqu'un de très expansif. Et ça, en politique, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelqu'un de très interne qui garde beaucoup en lui, mais au fond, il faut à l'heure du marketing politique, ça risque d'être difficile. Il faut aller le chercher, il faut aller le sortir dans son gong pour savoir exactement ce qu'il est exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons un président
qui de par sa fonction déjà a été professeur d'université, qui est très pédagogique, qui utilise toujours la pédagogie pour faire passer les idées qu'il a en tête. Et ça, en Mauritanie, en ce moment, c'est de ça que nous avons besoin. Quelqu'un qui saura expliquer les réformes, quelqu'un qui saura expliquer à toutes les communautés le pourquoi des choses, quelqu'un qui aura expliqué le choix économique, le choix économique et le choix politique. Vous ne pensez pas que c'est une question de crédibilité, dans la mesure où aujourd'hui vous vous plaignez qu'un tel ou un tel est resté longtemps au pouvoir et qu'il se représente à sa propre succession, alors que vous avez un parti avec un dirigeant qui est là depuis 92. Vous savez, je vais vous dire la chose. C'est une question de cohérence en fait. La question qui sous-entend votre question, c'est que voilà, les gens trouvent anormal qu'un négro-africain puisse militer dans un parti. Je vous le dis, c'est pas vos idées. C'est pas vos idées. Mais là, je m'adresse à beaucoup de mes compatriotes. Les gens qui nous regardent, éventuellement. Beaucoup de mes compatriotes, parce que la discussion est avec vous, mais nous adressons aussi. Nous n'avons aucun problème. Il ne s'agit pas, la Mauritanie aujourd'hui, c'est pas une question Oroko Chapat ou Oroko Sarkouli ou Oroko Lulo. C'est pas ça. C'est de décider ensemble lequel parmi nous, le meilleur parmi nous, qui peut aspirer à trouver des solutions concrètes pour ce pays-là. Alors, le meilleur parmi nous, on peut bien entendre qu'il est peut-être le meilleur. Est-ce qu'il peut être meilleur à un moment donné et quelqu'un d'autre soit meilleur en autre moment? Parce que dans votre parti, il n'y a pas que vous le dites, je suppose, il y a d'autres têtes, il y a d'autres personnes, il y a d'autres personnalités. Pourquoi, par exemple, depuis que est-ce que ça va inspirer confiance justement aux Mauritaniens qui, par exemple, on a vu l'expérience de Mugabe, un homme qui a lutté, qui finalement est devenu autre chose quand il est arrivé au pouvoir. Wade, on a eu beaucoup de mal à lui faire laisser le pouvoir. Qu'est-ce qui nous garantit que Ould Mouloud, à la tête de l'UFP depuis sa création, c'est aller à la tête de la Mauritanie qui la quittera de son propre gré? D'abord, je suis très convaincu que c'est un homme de très démocrate. Ça c'est vous qui vous dites, c'est votre champion. Je le dis parce que je le fréquente et c'est le chef de mon parti. C'est quelqu'un d'éminemment démocrate, qui sait parler avec les gens. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un enseignant, c'est quelqu'un de très pédagogue. Être à la tête du parti ne nous guide à rien que si jamais demain le peuple mauritanien a décidé à nous donner la magistrature suprême de ce pays, ça ne commode pas à la Constitution. Mais quand même, depuis 26 ans à la tête du parti, le respect de la Constitution et le respect de la démocratie ont été le cheval de bataille de l'IFP depuis son existence. Depuis son existence, en tout cas l'IFP se bat pour qu'il y ait une démocratie. Et n'est pas n'importe laquelle la démocratie d'ailleurs, c'est la démocratie inclusive que nous prenons. C'est-à-dire que pour nous, tous les groupuscules en Mauritanie ont le droit d'avoir leurs opinions. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Mauritanie? Vous avez un mouvement comme l'IRA qui a été refusé pour être enregistré comme parti. Vous avez c'est pas le seul, le FPC aussi, le FPC, des gens très loyaux à la Mauritanie, des gens qui aiment la Mauritanie, qui voulaient se mouvoir en parti politique, à qui on a refusé le droit. On parle pour l'instant de l'UFP. Le président de votre parti, comme on l'a dit tout à l'heure, il y est en tout cas depuis très longtemps. Qui dit démocratie dit également alternance. Et où l'alternance au sein de l'UFP? L'alternance au sein de l'IFP, elle s'est traduite récemment à travers le dernier congrès que nous avons organisé. Le président a été reconduit à son poste. Évidemment, j'ai envie de dire. Évidemment, la direction aussi a été dans une grande majorité reconduite, en ajoutant d'autres présidents qui se sont ajoutés. Mais ça rappelle pas un peu la Chine? Non, ça rappelle pas du tout la Chine. Ça rappelle la démocratie. Et la Chine n'est pas très réputée pour la démocratie. Pour avoir été ce que je suis, à travers mon parcours, pour avoir été un militant syndicaliste lycéen, pour avoir été un militant syndicaliste au niveau de l'université, pour avoir été un contestataire, parce que la vérité c'est ça, pour avoir été un grand contestataire de tout ce qui s'est passé en Mauritanie pour le refus. J'ai toujours prôné le refus de l'arbitraire en Mauritanie. Pour ces raisons, si j'ai intégré ce parti, c'est parce que effectivement j'ai affaire à des doyens qui sont dans ce parti, qui sont très à cheval sur la question de la démocratie et sur la question de la liberté de chacun d'avoir son opinion. Que vous ayez confiance en eux, on veut bien l'entendre, mais le Mauritanien, forcément, ils ne vont pas l'entendre de cette oreille à partir du moment qu'on leur dit ce monsieur est à la tête de ce parti depuis qu'il est créé et qu'il n'a pas encore quitté. Mais ça, est-ce que c'est rassurant? C'est rassurant et c'est la communication qui a été traduite à travers les différents régimes qui se sont succédés. On a traité l'IFP. Vous regardez un peu sur Google, vous sortez l'IFP, vous regardez à chaque fois, vous suivez l'actualité de l'IFP, à chaque période, à chaque présence au niveau de la Mauritanie, chaque période de présence en Mauritanie, l'IFP a été qualifié de parti diabolique. Parce qu'il refuse l'arbitraire.
Et comme nous avons toujours affaire à des fraudes, c'est le parti qui s'est toujours levé contre toutes les formes de justice en Mauritanie. Jusqu'à que la plupart d'entre eux, à un moment donné de leur vie, ont connu l'exil, comme aujourd'hui, beaucoup le font aujourd'hui. Beaucoup de cas des FPC. Alors, continuons justement dans cette lancée. Certains vont plus loin en vous accusant même, en tout cas de votre façon de vous opposer, d'amener la Mauritanie là où elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais nous, on amène la Mauritanie vers des destins meilleurs. Je pense que c'est notre stratégie à ce moment. Nous avons refusé l'arbitraire, nous avons refusé un régime despote qui s'est imposé à nous à partir de 89 et jusqu'à présent et jusqu'à demain, nous continuerons toujours à prôner un certain vouloir de poser à la Mauritanie une politique juste qui va refléter la composition du pays. Encore une question avant de passer la parole à Djadji. Alors, il y a eu un revirement, on peut le dire, en tout cas entre 2014 et ce que vous prenez aujourd'hui en 2018, c'est-à-dire que vous ne participiez pas aux élections en 2013 et 2014. En 2018-2019, en tout cas, vous avez l'intention de le faire. Je suppose qu'il y a eu un grand changement. Je suppose aussi que vous tirez des leçons, en tout cas des échecs du passé, en tout cas ou de certaines erreurs. Pourquoi, à cette occasion, il n'y a pas de changement à la tête de votre parti? Mais pour la raison toute simple. C'est que nous, la position que nous avons eue, que vous qualifiez de boycott, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on nous a poussé à ne pas participer à ces élections. N'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, les conditions n'étant pas réunies, nous n'avons pas pu participer à ces élections. Bon, le champ politique, tel qu'il s'est présenté à nous pendant toute cette période, ne permettait pas aux partis de rentrer dans des débats internes, dans des luttes incessantes, parce que l'ennemi commun à ce parti, parce que il ne faut pas croire, hein, c'est pas un parti où tout va bien, ne croyez pas ça. Il y a plusieurs têtes fortes qui existent dans ce parti. Il y a des titres qui s'émergent. Vous le savez. Il y a des gens qui veulent la place de Mohamed El Mouloud. Mais je suis sûr qu'il est disposé à leur laisser la place. Le connaissant, je sais qu'il n'a pas de problème. D'ailleurs, au dernier congrès, c'est quelqu'un qui a été imposé à la tête du parti. Ce n'est pas de son bon vouloir. Il voulait s'écarter, mais on lui a dit non, tu devais rester parce que c'est un homme de consensus. Et en Mauritanie, en ce moment, nous avons besoin de ce genre d'hommes. Des gens qui savent parler avec tout le monde. Des gens qui ne se figent pas sur leur position. Djadji. Moi, je voudrais revenir sur la réforme constitutionnelle de 2017 qui a permis la suppression du Sénat. Est-ce que vous allez revenir sur cette réforme? Est-ce qu'on va passer du monocaméralisme au bicamérisme avec la création, avec un nouveau Sénat, une fois que vous serez au pouvoir? Initialement, on rappelle que vous étiez contre la réforme. Mais nous avons toujours été contre cette réforme parce que nous considérons qu'elle est anticonstitutionnelle et qu'elle n'avait pas lieu d'être. C'était pas l'objectif. C'était pas une urgence. C'était pas une urgence. C'était pas quelque chose qui a apporté quelque chose nécessité au développement du pays. D'ailleurs, au vu des milliards qui ont été dépensés, je pense que c'est 6 milliards ou plus d'ailleurs qui ont été dépensés. Il y a des urgences ailleurs. C'est ça le caractère d'un régime despote, c'est de savoir se maintenir à tout prix à la tête du pays, tout en maximisant, même si le casse est maximum, même si ça devrait créer des problèmes au pays, mais tant que c'est un régime qui s'autosuffit, qui a des objectifs personnels et qui est personnifié, ça importe peu. Mais ce qui est sûr, c'est que nous pensons que ces réformes constitutionnelles n'avaient pas lieu d'être. Tout au contraire, le champ de tir de ce pouvoir, c'était de pouvoir ramener une certaine normalisation politique dans le pays. À savoir, une bonne partie de l'opposition qui n'est plus dans le jeu démocratique. C'était là l'axe de travail sur lequel ce pouvoir en place devait travailler. Si on a bien compris, en fait, pour résumer, l'UFP, en fait, il est contre la gabegie. C'est-à-dire que là, vous nous expliquez il y a quelques minutes que le gouvernement actuel finançait des projets qui ne servaient pas à grand-chose, comme la création d'un nouvel aéroport, par exemple, ou la mise en place de ce référendum. Vous êtes Mauritanien, vous y allez en Mauritanie par cet aéroport, par le biais de cet aéroport? Non. Vous le faites? Tout le monde passe par le Sénégal? Non. Tout le monde passe par le Maroc? Effectivement, beaucoup de gens remettent en cause, nous disent que cet aéroport n'était pas forcément indispensable. Donc j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes contre est-ce que vous êtes pour la discrimination positive en Mauritanie, sachant que quand on parle de discrimination positive, c'est qu'il y a une minorité. Aujourd'hui en Mauritanie, quand on parle de discrimination positive, c'est pour une majorité, et ce qui je trouve est scandaleux. Est-ce que vous êtes pour une discrimination positive et qu'allez-vous faire pour que les Noirs
puissent vraiment participer à la vie politique, administrative de ce pays. Mais je vais vous répondre franchement. Il ne s'agit pas, en tout cas du cas de la Mauritanie, d'une question de... D'abord, il nous faut d'abord, c'est que dans un premier temps, un État qui sera juste. Des autorités qui sauront savoir c'est quoi le sens des responsabilités de l'État. Une fois que les conditions d'accessibilité, les chances seront les mêmes pour tous les citoyens mauritaniens, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans ce pays. Nous n'aurons pas besoin de nous inspirer de la discrimination positive, ni envers les femmes, ni envers les couches en fonction de leur couleur de peau ou quoi. Mais déjà que nous, on est combien? On n'est que 4 milliards, mon cher ami, au maximum. 4 millions. On n'est que 4 millions au maximum. Qu'est-ce que vous voulez avec tant de ressources à côté? On n'a pas besoin. Tout ce que nous avons besoin, c'est une gouvernance qui sera pour le service du peuple et par le peuple, c'est tout. Alors, ma dernière question avant de passer au questionnaire A, vous allez aux élections, vous n'avez aucune garantie à ce que vous voulez, vu que les débuts de discussion ont échoué. À quoi vous vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? En tout cas, quels sont vos objectifs? Nous ne perdons pas espoir jusqu'à présent que ce pouvoir puisse se raviver, que ce parti au pouvoir qui est autour d'Abdelaziz puisse se raviver pour reprendre le dialogue et pour en tout cas remettre en cause les conditions de l'organisation de cette élection. Mais ce qui est sûr, c'est que hier à aujourd'hui et jusqu'à demain, il y a le bureau exécutif qui s'est réuni en session extraordinaire au niveau de Nouakchott pour parler justement de la participation, de comment faire en sorte que la participation soit massive au niveau du parti pour participer à ces élections, et comment en tout cas, dans un deuxième temps, comment organiser les rapports, resserrer les rapports avec les autres partis de l'opposition pour pouvoir rentrer en compétition. En Mauritanie, à une élection locale, je ne sais pas, pour être maire, pour être député par exemple, ou avoir des responsabilités plus importantes au sein de l'UFP. Pourquoi pas? Le destin de tout homme politique, je pense que c'est d'arriver à pouvoir... Regardez d'ailleurs sur rmiinfo.com. À l'instant, nous passons au questionnaire A. Donc, je vous explique le principe. Il est simple. Il s'agit de répondre à des questions que je vais vous poser justement. Il n'y a pas de femmes sur le plateau, mais on va évoquer les femmes maintenant. Alors, je vais vous donner des noms de femmes politiques mauritaniennes et vous allez me dire si, et surtout pourquoi, elles sont présidentiables ou absolument pas présidentiables. Alors, le premier nom qui me vient en tête, Fatimatou Abdelmalik, la maire de Nouakchott, est-ce qu'elle est à vos yeux présidentiable ou absolument pas présidentiable, et pourquoi? Présidentiable. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que c'est une femme que j'ai fréquentée de près à un moment donné de ma vie où j'étais en stage au ministère de l'urbanisme, et à l'époque elle était secrétaire générale. D'ailleurs c'est l'époque où il y a eu le fameux coup d'État. Et je salue au passage Diagana Issaga qui était à l'époque directeur de l'urbanisme et qui est aujourd'hui le secrétaire général d'ailleurs de ce ministère à sa place. Et elle est toujours maire de Tavazine, je pense. C'est une femme de poigne et je pense qu'elle a l'étoffe en tout cas ou la grandeur pour devenir une bonne présidente en Mauritanie. Alors, Saoudatou Wane, députée de l'AJDMR, est-ce qu'elle est présidentiable ou absolument pas présidentiable, et pourquoi? C'est une femme que je ne connais pas très bien, je la connais à travers l'actualité. Je crois savoir qu'elle est députée à l'Assemblée nationale. Oui, de l'AJDMR. De l'AJDMR, et je l'ai vue récemment à travers les vidéos interposées, poser un certain nombre de questions au niveau de l'Assemblée nationale, je dirais plutôt ministrable. Juste ministrable. Alors, Kadiata Abdelmalik, ancienne députée donc de l'IFP, qu'on n'entend plus au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'à vos yeux... Kadiata Malikba. Kadiata Malikba plutôt, excusez-moi, je me suis trompé. Alors, donc on n'entend plus maintenant. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle est présidentiable ou absolument pas présidentiable? Présidentiable. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que c'est... Elle vient de l'IFP? Non, pas forcément, pas forcément qu'elle vient de l'IFP. Elle a connu un parcours politique, c'est l'une des parcours politiques pour la gente féminine, en tout cas les plus denses en Mauritanie. Elle est connue sur le plan national, elle est connue sur le plan international. Ses idées sont précises, sont claires, et je pense qu'elle serait aussi une très bonne présidente. Alors, la présidente des femmes du Tawassul, est-ce qu'elle serait une bonne présidente ou pas?
Alors, la mode fait aujourd'hui que les islamistes ne s'intéressent pas du tout au fauteuil présidentiel, au vu de l'actualité internationale. Je pense que ministrable. Juste ministrable. Alors, merci d'avoir répondu au questionnaire A. Dadji Sow, si vous avez une dernière question, sinon on va clore cette émission de Regard d'ailleurs. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation, Amady Jabira. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir permis d'exposer. On n'est pas très souvent sur le champ médiatique. Vous avez dû le remarquer. Alors, en tout cas, c'est une occasion qui nous a été offerte aujourd'hui d'exposer notre point de vue sur l'actualité politique. C'est la deuxième fois d'ailleurs qu'on vous reçoit, mais sachez voilà que les autres partis également sont les bienvenus. On les recevra un à un ici, avec autour de la table avec nos débatteurs Nada Ahmedianji qui n'est pas là ce soir et Dadji Sow. Merci à vous. Vous pouvez, comme je l'ai dit tantôt, retrouver toutes nos émissions sur rmiinfo.com ou également sur notre chaîne YouTube. À très vite et merci d'avoir regardé Regard d'ailleurs.